Sens public, les réseaux sociaux menacent-ils nos démocraties? Vous le savez, dans cette émission, on choisit tous les jours un thème qui n'est pas dans l'actualité chaude, un débat de société, un sujet, une piste de réflexion pour notre avenir. Hier, c'était notre modèle économique, modèle de société, modèle de croissance. On va maintenant analyser le pouvoir des géants d'Internet pour la démocratie. Sont-ils devenus trop puissants? Pour répondre à ces questions, je reçois Robert Edeker. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes philosophe, écrivain. C'est votre livre, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, qui nous a donné envie d'organiser ce débat. Il est publié, ce livre, aux éditions du Rocher. Asma Mala, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maîtresse de conférences à Sciences Po. Vous enseignez les enjeux éthiques et politiques de l'économie numérique. Merci et bienvenue, merci d'être là. Jean-Bernard Schmitz, vous êtes journaliste, vous êtes cofondateur, directeur général de Spicy, vous êtes prof à Sciences Po également, des Spicy Éduque aussi, plateforme vidéo qui aiguise l'esprit critique du citoyen, notamment pour contrer la désinformation. Voilà un enjeu majeur. J'accueille également avec nous, il est en visioconférence, Jean Massier, qui est streamer politique sur Twitch. Bonsoir Jean Massier, vous y vulgarisez l'actualité politique, notamment avec un débat hebdomadaire intitulé Backseat. Ça veut dire quoi, streamer politique? Tiens, je vous pose une petite question, mais très rapide. Ça veut dire que je commente l'actualité politique à destination des internautes pour leur permettre de la suivre. Voilà, et c'est diffusé en streaming. Absolument, Ça, avec le Luxénat en partie aussi. C'est ça la logique. Et Mathieu Croissando qui est toujours à mes côtés. Robert Edeker, je commence avec vous, puisque vous êtes à l'origine avec votre livre de ce débat, évidemment. Vous dites que les réseaux sociaux, propriété des géants, hein, on ne va pas tous les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, il y en a aussi en Chine, on peut rajouter Twitter, etc., sont entrés en guerre contre les États. Il y a plusieurs idées fortes dans votre livre. Il y a cette notion de pouvoir, de guerre pour le pouvoir, la fin de la sacralisation de la vie privée, la fin de l'opinion publique aussi, socle de nos démocraties. Vous dites que c'est une révolution, qu'on n'en a pas encore bien pris conscience, c'est ça? La révolution numérique a des aspects très nombreux que l'on découvre peu à peu au fur et à mesure que les années passent et que des événements se déroulent. La crise récente, dans laquelle nous sommes encore, du Covid, a attiré certaines tendances, notamment à la vie privée, par rapport sans doute à la disparition de cette invention formidable de la bourgeoisie. Je suis désolé, défendre la bourgeoisie, ça ne se fait pas, au moins depuis Marx, ou même depuis Pierre Leroux avant. Oui. Mais la bourgeoisie a quand même inventé deux choses, à partir de la notion d'opinion publique qui est apparue au XVIIIe siècle. C'est Kant qui fixe vraiment ce qu'est l'opinion publique, à partir du développement de ce qu'il appelle un public qui lit. Nous avons eu l'invention de la vie privée et du domicile privé, c'est-à-dire de deux espaces, un espace intérieur et la prolongation de cet espace intérieur qui est l'espace physique où vous habitez inviolable. On a vu une accélération de la disparition de ces deux espaces par la puissance des technologies numériques, aussi par la puissance des GAFAM, à l'occasion de la crise du Covid. Ça s'est renforcé. On va revenir évidemment sur les autres éléments de réflexion. Oui, mais d'autres éléments anthropologiques, métaphysiques, ainsi de suite. On va les développer. Mais sur cette question de la vie privée, Asma Mala, les États, puisque là on est dans la question des Léviathans, des nouveaux Léviathans qui concurrencent les États traditionnels. Les États sont quand même en train de légiférer. Il y a un certain nombre de lois qui sont déjà passées. Il y a la loi RGPD donc, qui réglemente la protection des données. Il y a ce qu'on a tous vécu sur nos ordinateurs, c'est-à-dire le fait qu'on peut maintenant plus facilement les cookies. Oui, mais vous le faites ? Oui, moi je le fais. Bravo. Mais les cookies qui allient. Bon, maintenant c'est un peu plus facile quand même. Ça apparaît un peu mieux sur les écrans. Oui, et d'ailleurs, moi ça me permet de juger aussi le site sur lequel je suis. Voilà, quand ils vous mettent, il faut lire le descriptif. Un grand nombre d'attendus descriptifs. Bon, mais ça va, je mets tout accepté. J'ai tort. Oui, mais alors ça a changé justement. Donc c'est vrai que c'est plus facile de refuser ces cookies qui alimentent en données, effectivement, les géants d'Internet. Donc les États restent pas inertes quand même. Alors, il y a plusieurs sur cette question de la vie privée. Oui, sur la vie privée et des États. Et c'est très intéressant que vous preniez la question de l'angle justement étatique et non pas de l'angle des méchants GAFAM ou des méchantes métaplateformes américaines. Alors le temps politique n'est pas le temps technologique, ça c'est clair. Et il y a un certain nombre de législations
législations qui ont eu lieu, RGPD, ou qui sont en cours. Digital Services Act, qui a été présenté en fin d'année dernière. Aux États, beaucoup de réflexions, de débats sur la fameuse section 230 du statut des réseaux sociaux. Donc, en effet, les États ne restent pas inertes et des discussions sont en cours et les lignes sont en train de bouger par rapport à ça. Non, il y a un point qui est très juste, c'est la question de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer une loi ou d'avoir une espèce d'inflation législative. Typiquement, on en parlera peut-être, mais sur la question de la modération, en tout cas, de la régulation des contenus illicites, la loi existe, 1881. Donc, le vrai enjeu, c'est la question de la mise en œuvre de lois existantes ou qui sont en train d'être adoptées, d'une part, et puis d'autre part, c'est le rôle très ambigu, on en parlera peut-être aussi, de ces États-là. C'est-à-dire que souvent, on voit un continuum, et les réseaux sociaux sont aussi un terrain de jeu pour les États, dans des guerres informationnelles, dans la diffusion de fake news ou de news qui sont nudgées et qui ne sont pas forcément fake d'ailleurs. On l'a vu sur Cambridge Analytica, c'était pas forcément fake news, mais c'était de la manipulation de l'information réelle. Et puis surtout les histoires de surveillance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a aussi une inflation de lois sécuritaires et qui capte beaucoup de data, de données personnelles grâce aux traces numériques qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais cette réflexion sur notre vie privée, sur la fin de la vie privée, d'une certaine façon, qu'on accepte les uns et les autres en cliquant sur OK, effectivement, quand on prend une nouvelle appli, ça c'est quand même, vous le reconnaissez, un danger. C'est l'objet, ou ça doit en tout cas l'objet d'une vraie discussion collective en réalité. C'est la question qui est sous-jacente, au-delà de la question de la vie privée, c'est la question du choix de société qu'on va construire avec ces nouvelles technologies. Et la vraie question sous-jacente, c'est la question du libre arbitre et de l'autodétermination en réalité. Robert Edecker, on l'a ce libre arbitre je crois qu'on l'a face aux réseaux sociaux. De moins en moins, c'est de plus en plus difficile de l'avoir. Le libre arbitre, c'est le résultat d'une certaine évolution culturelle et politique à l'intérieur d'un certain type de société. Et il est évident que nous sommes dans une phase de transition et que l'on ne sait pas trop quel type de société, avec cette puissance du numérique, nous allons avoir. Alors je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire notre ami. Il y a encore plus. Lorsque vous êtes à votre domicile, se développe désormais la domotique. C'est-à-dire un certain nombre de facultés que vous avez, physiques, mais aussi de plus en plus de facultés intellectuelles. Vous vous en débarrassez, les appareils vont le faire à votre place. Donc vous vous dépouillez quand même de quelque chose qui est essentiel à éviter. Je crois que vous régressez un peu, vous infantilisez. Voilà, vous avez l'idée d'une chanson que vous aimeriez écouter, et hop, Alexa intervient, elle arrive sur votre bande de son. Vous croyez vous mettez des caméras pour surveiller vos animaux, vos enfants quand vous êtes loin, mais finalement les caméras vous surveillent aussi, parce que c'est pas anodin qu'il y ait des caméras de surveillance à l'intérieur de votre domicile. Cela, c'est quelque chose à penser et qui est tout à fait nouveau à ce degré-là. Jean-Bernard Schmitt, vous analysez effectivement ces questions dans votre média Spicy. Est-ce que vous diriez que sur cette question, je reste sur la vie privée, ensuite on abordera les autres thèmes, vous diriez qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait petit à petit? C'est-à-dire qu'il y a eu les premières années de la révolution numérique où on ne s'en rendait pas compte. Ensuite, on a commencé à dire attention, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ça, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue et qui est vraiment importante à intégrer dans nos usages des outils numériques. Est-ce que vous diriez que la prise de conscience commence quand même? Elle commence nécessairement parce que déjà, il y a ce premier choix qu'on vous demande systématiquement en arrivant sur un site internet, en vous demandant de valider ou non les cookies. Donc, vous avez une prise de conscience. La réalité, c'est que souvent, on va très vite, on a besoin de quelque chose. Lorsqu'on a le temps de réfléchir, oui, on va regarder. Le temps, en plus, si tant est que ça soit clair, on va regarder. Mais la majeure partie du temps, je vous rejoins, on valide très vite parce qu'en général, on a une vision assez utilitariste. On a accès à Internet, donc on veut aller vite. Mais au-delà de ça, moi, je trouve pas qu'elle progresse pas tant que ça. Je pense quand même que nous renonçons à une énorme partie de notre intimité dans l'usage des réseaux sociaux. Et oui, précisément sur certaines choses. Enfin, je trouve que on n'a pas encore pris conscience, par exemple, du nombre d'informations confidentielles que l'on livre à Facebook, à Google, à Amazon, sans s'en apercevoir. Mais nous livrons des pans entiers de notre intimité. C'est le premier magasin du monde, il sait tout de nous. Et d'ailleurs, vous parliez du nudging, il va même vous proposer ce que vous n'avez pas envie d'acheter, et dans 90% des cas, c'est faire. Enfin, je veux dire, on le sait. Donc,
Moi, je trouve que non, je trouve que c'est pas si simple. Non, non, là, effectivement, et là, je vous rejoins quand même. Il faut s'en féliciter. Une dimension politique européenne, surtout européenne d'ailleurs, parce que il y a quand même une prise de conscience. Il y a quand même PD. C'est quand même quelque chose qui a. C'est loin d'être parfait, mais ça a marqué les esprits. Mais ça, on est mieux protégé en Europe qu'ailleurs sur la planète. planète. D'ailleurs, beaucoup de sites américains, se sont quand même mis à accepter les règles de la RGPD parce que finalement, l'Europe a donné le règlement général sur la protection des données, je le rappelle. Bon, aussi, même si c'est symbolique, il y a eu des amendes, hein, souvenez-vous, sur fond de la RGPD, notamment annoncées par la CNIL envers Google, par exemple, pour non-utilisation ou mauvaise utilisation, des données personnelles. Même si c'est symbolique, ça existe quand même. Moi, je trouve que les comportements individuels, ça a encore énormément de mal à avancer. Il y a une petite prise de conscience. Oui. Il y a 20 ans, beaucoup de personnes étaient dans l'idéologie de la numérisation heureuse, la mondialisation heureuse. Donc il y avait une sorte d'utopie de liberté, une sorte d'utopie libertaire d'Internet. Et cela, aujourd'hui, c'est complètement passé de saison et plus personne marche dans... cette chose-là. On va revenir sur les menaces pour la démocratie et je vais me tourner vers Jean Massier. Donc, Jean Massier, Twitch, c'est un réseau social qui s'adresse aux jeunes. Double question, c'est quoi la moyenne d'âge de votre public? Et peut-être aussi, pourtant, pourquoi vous leur parlez politique? La moyenne d'âge de mon public, c'est 24 ans, donc à peu près entre 25 et 30 ans de moins que celui de la télévision. Et je lui parle de politique parce que la politique appartient à tout le monde. En démocratie, elle est censée appartenir au monde. Or, il se trouve que les jeunes témoignent d'un manque cruel d'accès à la politique parce qu'ils ne consomment plus les médias traditionnels et qu'ils ont donc besoin de se reporter sur des plateformes qu'ils fréquentent quotidiennement. Et puis par ailleurs, les jeunes ont démontré quand même au cours de l'histoire et même jusqu'à très récemment leur implication dans les mouvements politiques, dans les phénomènes politiques. On parle du climat, on parle du mouvement MeToo, on parle des Gilets jaunes, on parle de tout mouvement dans lesquels d'ailleurs Internet n'a pas eu un rôle neutre. Donc voilà, donc les jeunes vivent avec Internet au quotidien, vivent avec les réseaux sociaux au quotidien. Et donc il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas discuter avec eux de politique sur ces réseaux. Et est-ce que vous avez le sentiment finalement que vos émissions apportent humblement leur pierre au fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui? Parce qu'on peut aussi inverser la logique, se dire que les réseaux sociaux peuvent être des outils de démocratie. Mais parce que exactement, en fait, mission, oui, j'estime humblement qu'elles apportent leur pierre à l'édifice parce que c'est mon angle éditorial à moi, parce que c'est la décision que j'ai prise d'en faire ça. Mais on pourra très justement me rétorquer que sur les réseaux sociaux, on peut aussi faire des choses absolument horribles et très antidémocratiques. Et c'est parfaitement vrai. Il s'agit pas, je suis pas du tout un techno BA qui va vous expliquer que la démocratie c'est grâce à Internet que ça existe. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. On voit ce qui se passe aussi en France avec Zemmour. Oui, Internet peut aussi servir à des choses très négatives. Néanmoins, encore une fois, Internet peut être un outil très puissant d'implication citoyenne, de démocratie participative. C'est pas pour rien qu'énormément d'élus locaux s'y mettent à utiliser les réseaux sociaux pour dialoguer avec leurs alliés, avec leurs électeurs. C'est pas pour rien que le Sénat lui-même s'y est mis en créant une plateforme de pétition en ligne. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment un double tranchant. Internet, c'est un outil qu'on peut utiliser dans tous les sens. Asma Mala, est-ce que, alors je vous repose la question générale du débat, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux et finalement ces géants d'Internet qui sont derrière, on verra la liste de qui possèdent, sont une menace pour nos démocraties aujourd'hui? La question elle est vaste. Elle est très vaste et elle ne peut pas se contenter d'une réponse binaire, donc oui et non. En réalité, ce qu'on entend, ce que disait Jean Massier très justement, et ce qu'on entend en filigrane, c'est que les réseaux sociaux sont à la fois une espèce de pharmacone, c'est à la fois un remède, on l'a vu pour les révolutions arabes, ça a permis aussi une forme d'empowerment d'un certain nombre d'actions collectives, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori. Les Gilets jaunes, on peut au départ s'organiser autour de ça, etc. Oui, et aussi cette idée, pardon de vous ouvrir une parenthèse, d'une société qui était très pyramide devient un peu plus horizontale. Alors ça change l'architecture démocratique elle-même et la distribution de la parole. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, les États aussi, et pourquoi est-ce qu'ils surrégulent le projet de loi Avia, par exemple, c'est qui n'est resté heureusement qu'à l'état de projet, mais c'est la question aussi du monopole de l'État qui, à un moment donné, avait le contrôle de l'ensemble des canaux d'information et puis qui, tout d'un coup, s'envoie déposséder. Et donc là, il y a un vrai sujet sur le rôle de l'État. Mais pour revenir à la question, est-ce que les réseaux sociaux sont une menace pour la démocratie? Oui et non, pour une raison très simple, c'est que tout dépend ce qu'on en fait. Et il ne faudra surtout pas, dans le raisonnement, confondre cause et symptômes. Les réseaux sociaux amplifient un phénomène, le monétisent souvent, polarisent ou participent à une polarisation. Mais attention, ce qui est permis sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est bien
une articulation de la société elle-même. Et donc on va y retrouver exactement les mêmes abus. Le sexisme, la discrimination, le racisme, la xénophobie, les contenus complètement illicites, etc. Oui, mais En avec, effet, avec peut-être moins de contrôle possible, parce qu'il y a l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que il n'y a pas peut-être d'anonymat sur les réseaux sociaux. en tout cas, on va dire que les géants d'Internet ne se donnent pas suffisamment les moyens de modérer les débordements. La question, c'est quel est le rôle et la responsabilité des plateformes. Ouais. Et en effet, ça, c'est un vrai sujet. D'où les régulations et les projets de régulation qui sont actuellement en cours. C'est pour ça que je parlais au début de temporalité, d'un temps politique qui suit le temps technologique, une accélération phénoménale. Mais ça ne veut pas dire que tout est foutu et ça ne veut pas dire que l'image qu'on a à un instant est celle qui va être ou qu'on va subir dans 10-20 ans. Mathieu, à quel point ça bouleverse le fonctionnement politique pour vous? Ça le bouleverse. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est un impensé politique. Il y a une tentative de régulation, vous l'avez dit, et il y a une tentative de protection avec RGPD, mais on est quand même face à un phénomène qui bouleverse, Jean-Bernard l'a dit, l'intimité, qui percute l'enfance de plein fouet, jusqu'à l'âge adulte, la sexualité, percute l'économie, par cette économie, vous le disiez tout à l'heure, où on se déleste de toutes les tâches qui nous compliquent la vie. Les enfants nés en 2010. Exactement. Et donc, on est face à des phénomènes énormes qui sont pas le produit, enfin qui sur les réseaux sociaux, mais je suis d'accord avec vous que les réseaux sociaux sont l'image de la société. Et aucun homme politique aujourd'hui ne parle de ça. Personne. Vous pouvez prendre tout le spectre politique, tout le monde s'en fiche. Tout le monde se dit qu'est-ce que je vais faire avec mon gamin qui a toute la journée, qu'on est dans la culture du like, l'individualisme à tout craint, et personne ne parle de ça. Après, ce que ça a changé dans la vie politique, et c'est là où je vous rejoins, c'est que c'est un facteur de diffusion et de mobilisation extraordinaire des réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il est à la merci de gens qui peuvent l'utiliser à des fins malveillantes, et on l'a bien vu, et que surtout, là où ça change beaucoup à mes yeux, c'est qu'on passe d'une culture de l'offre à une culture de la demande. Ce qui n'enrichit pas forcément dans la tête des gens. Je vous le dis d'un point de vue des médias, par exemple. Avant, on faisait un journal, on disait on vous met ça en une, on vous parle de ça parce que ça nous paraît important, même si c'est pas forcément le premier réflexe du lecteur. Et puis voilà, il y avait une démarche éditoriale. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est de la demande. Donc je suis fan du PSG, des questions environnementales et du phénomène MeToo, et je peux avoir sur mon fil, voilà. Oui, et pire que ça, on s'enferme petit et pire à petit que ça, en likant, je finis par tomber que sur des gens qui pensent comme moi. Donc même ce phénomène-là de clusters idéologiques qui sont créés par les réseaux sociaux, alimentés par les réseaux sociaux à cause des algorithmes, ça n'est pas pensé. Les modèles technologiques sont en train d'évoluer, enfin, par rapport à ça, justement. Par rapport à alors, je vais vous redonner la parole, Jean-Bernard, mais vous avez évoqué ce mot dièse, ce hashtag sur les enfants nés en 2010, mais pardon, mais ça s'est passé à chaque entrée en sixième, quoi. On montrait toujours du doigt les petits sixièmes. Et les années précédentes, il y avait hashtag 2009, hashtag 2008. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus grave cette année. Je crois que c'est une violence psychologique tout à fait différente de ce que... Je suis d'accord sur le harcèlement à l'école, je ne le sous-estime pas, et le fait que les réseaux sociaux soient un outil. Je parle de ce hashtag-là. Nous avons connu. En effet, nous avons connu tous de la violence à l'école, de la violence physique. Alors je vais rapidement... mon père et ma mère sont... Je suis allemand, né en France, en 1904, 9 ans après la fin de la guerre, et évidemment, j'étais à l'école traitée de salboche. Et puis il y avait des bagarres, de la violence physique, ça formait. Mais le harcèlement numérique, c'est autre chose. C'est beaucoup plus destructeur que les bagarres physiques entre garçons que nous avons tous connus. Et puis, si je peux me permettre, vous étiez traité de salboche à l'école, mais ça s'arrêtait à la maison. Aujourd'hui, ça continuerait à la maison toute la nuit, de minuit, parce que sur votre téléphone, il y a tout ce qu'il faut. C'est quelque chose de tout à fait différent, et donc il y a lieu de s'inquiéter. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Je disais juste que le hashtag 2010, il y en a eu les années précédentes, et c'est juste parce que le ministre de l'Éducation nationale est monté au créneau que c'est devenu un sujet d'actualité. Jean-Bernard Schmitt, sur cette question du pouvoir des géants d'Internet, et peut-être de leur volonté, est-ce qu'il y a une idéologie derrière, d'après vous? Est-ce qu'il y a une volonté politique de ces patrons? Alors, ce débat, c'est très intéressant parce que, on déborde un peu, mais c'est vrai que si on s'interroge vraiment sur le profil des géants, des fondateurs des géants d'Internet, on se rend compte que souvent, ce sont des hommes. On a confié une évolution profonde de nos démocraties à des gens qui, et peut-être de leur volonté, est-ce qu'il y a une idéologie derrière, d'après vous? Est-ce qu'il y a une volonté politique de ces patrons? Alors, ce débat, c'est très intéressant parce que, on déborde un peu, mais c'est vrai que si on s'interroge vraiment sur le profil
des géants, des fondateurs des géants d'Internet. Ouais. Mais on se rend compte que souvent, on a confié une évolution profonde de nos démocraties à des gens qui, alors, ne sont pas élus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à un moment ou un autre à répondre de responsabilités, à proposer un programme, etc. Et puis, ce sont des profils, souvent, ce sont des technos. Ce sont des gens, on l'oublie souvent, ce sont des gens issus de la technologie. Bon, pourquoi pas ? Mais il faut réguler ça avec essayer de contrebalancer leur pouvoir, leurs intentions. C'est pas pour rien, par exemple, qu'aujourd'hui, on dit beaucoup qu'ils sont obsédés par tout ce qui est transhumanisme, etc. Enfin, c'est un peu leur obsession là-dessus. Donc, leur idéologie... Il y a plein de possibilités et plein d'idées qu'on peut avoir dessus, mais ce sont souvent des gens amoureux de la technologie qui pensent, ça c'est très important, que la technologie peut répondre à quasiment tous nos problèmes et surtout améliorer l'être humain à tous les niveaux. Et tout ça, et le problème c'est que c'est univoque. Et moi, là où je rejoins alors entièrement ce que dit Mathieu sur l'absence de prise de conscience des politiques à travers le monde, je pense, et sur le fait que ça a quand même un impact énorme sur nos démocraties, c'est que justement, vous me demandiez, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Mais ça doit être contrebalancé. Or, aujourd'hui, moi, je trouve que ça n'est pas suffisamment contrebalancé. Et certes, je suis d'accord sur le fait que notre démocratie ont des biais, des défauts, etc. Les réseaux sociaux, ça, je trouve que c'est fondamental, amplifient, en fait, tous ces torts. Or, je trouve que nous aurions besoin collectivement, au contraire, de garde-fous, de régulation, etc. Ils amplifient. Et résultat, ils ont une tendance à fragmenter la société. Et c'est ça qui met en danger, à mes yeux, le plus, qui est le débat collectif, qui doit être, au contraire, ce que l'on doit au maximum mettre de côté et sécuriser. Alors, est-ce que les États, et notamment l'État français, essayent de réagir ? On va écouter ce que disait le président de la République 16 juin dernier. On est au salon Vivatech qui pointe du doigt la puissance des géants du numérique. Écoutez. On a des conglomérats qui, à un moment donné, sont mauvais pour le pays parce que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit pour le secteur, ils tuent l'innovation parce qu'ils ont trop d'intérêt et ils empêchent les nouveaux innovateurs de venir. La solution, c'est le démantèlement ? C'est dans le débat américain, vous l'avez vu lors de la campagne, et donc c'est évident qu'à un moment donné, cette question continuera de se poser. Je pense qu'elle est légitime. À ce moment-là, comment vous réagissez en entendant Emmanuel Macron sur ce thème-là ? Je rappelle que vous enseignez les enjeux éthiques et politiques de l'économie numérique. Donc on est vraiment au cœur de votre expertise. De mon sujet. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est très juste. Mais pour aller un peu plus loin dans la question de la régulation, il faut d'abord décortiquer les modèles économiques qui sont derrière. Et en réalité, la polarisation qu'on voit sur les réseaux sociaux et les effets de masse. Et en effet, le cyberharcèlement est beaucoup plus important parce que c'est en continu et que la volumétrie est beaucoup plus incontenable, mais c'est la question des modèles économiques et en réalité c'est très bête, mais au-delà des questions ou des débats sur l'idéologie ou quoi, c'est en fait des plateformes qui sont là pour capter l'attention, l'économie de l'attention, de façon à vous exposer un maximum à de la publicité. Oui, elles font d'abord du business. Voilà, avant d'avoir un sens ou une idéologie, il y a c'est du business. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est la maximisation du profit. Alors, il se trouve que ce qu'il maximise, c'est de l'insensible, de l'intangible, c'est notre attention, c'est notre vie privée, c'est nos données personnelles, etc., qui créent la valeur économique. Alors, sur la question du démantèlement, poser la question à Emmanuel Macron, pourquoi pas ? Ce sont des entreprises américaines, juridictions américaines. Alors, il y a aussi des entreprises chinoises qui sont puissantes. Souvent, on les oublie, mais bon. Oui, mais c'est pas les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on utilise en France, sont essentiellement américains. Il y a TikTok. À part TikTok. Voilà, TikTok qui est sous mandat chinois. Oui, mais qui ne peut pas subir la question. Instagram, c'est Facebook. Instagram, ça a été repris par Instagram. Tiens, je vous redonne la parole, mais on va faire la liste un peu à qui appartiennent les réseaux sociaux. Je me suis posé la question tout à l'heure. Alors évidemment, elle n'est pas totalement exhaustive, mais bon, c'est intéressant. Microsoft, il y a LinkedIn, Facebook, il y en a beaucoup, WhatsApp, Instagram, c'est Twitter, Amazon possède Twitch, on en parle. Google, c'est YouTube, et effectivement, TikTok est chinois ou chinoise. Démantèlement, est-ce que c'est tout simplement possible ? Est-ce que ça vous semble... Ou alors il faudrait une gouvernance mondiale qui prenne cette décision ? Et là, je pense que je suis dans l'utopie. Pas si utopique que ça, parce qu'il y a des vraies discussions aujourd'hui dans le monde de la recherche, essentiellement aux États-Unis, parce que c'est assez marrant, mais beaucoup de la recherche se fait là-bas aussi sur les questions de régulation. Alors, il se trouve que Biden a mis en place toute une nouvelle administration avec Lina Khan, etc., qui sont vraiment sur des positions antitrust, ou en tout cas de régulation, qui sont assez radicales par rapport à ce qu'on pouvait connaître des États-Unis jusque-là,
qui était un peu sur du laisser-faire. Sur la question du démantèlement, est-ce que c'est faisable d'un point de vue du droit et juridique? Oui, tant que la doxa antitrust évolue, et elle est en train d'évoluer en ce sens aux États-Unis. Après, la question, c'est... La vraie question, c'est est-ce que démanteler sera efficace? Et là, je suis beaucoup plus dubitatif pour une raison très simple. Si on casse en deux puissances que de toute façon on n'arrive pas à comprendre, qui par leur modèle économique sont par nature monopolistiques, de toute façon, je ne vois pas en quoi on règle fondamentalement le problème. Il y a peut-être, au-delà du démantèlement, la question de la responsabilisation Bien sûr. des plateformes. Et c'est tout le débat du statut. Et du statut juridique. Est-ce qu'on leur donne un statut correspondant au statut d'éditeur, comme dans le droit français de la presse, ou est-ce que d'hébergeurs, et à ce moment-là, je ne suis pas responsable des contenus qui sont postés. Robert Ellecker, moi d'ailleurs, depuis le début, on dit réseaux sociaux parce que c'est le terme français qu'on utilise depuis des années, mais on devrait dire médias sociaux, comme les Britanniques, ce sont des médias avant tout. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être, même aller un petit peu plus loin. Il y a chez Google une véritable unité anthropologique et politique. C'est changer l'homme, certes, le transhumanisme, mais c'est changer, transformer complètement la politique. Donc vous dites que ça va au-delà du business. Oui. C'est-à-dire au Léviathan ancien qui est arrivé, qui fonde l'Europe à partir du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, c'est l'État souverain que nous connaissons, substituer de nouvelles souverainetés à partir d'une transformation de... Alors souvenons-nous, Thomas Hobbes, au début du Léviathan, que dit-il? Le mot de base du Léviathan, c'est « faisons l'homme ». C'est ça, l'État fait l'homme, construit l'homme. Voilà. Et je crois que, j'ai lu des textes, je sais que il y a eu une utopie politique derrière cela, une utopie politique qui est née au début de la cybernétique avec Norbert Wiener après la Seconde Guerre mondiale. Wiener et les premiers cybernéticiens étaient très déçus par l'homme et par la politique qui a abouti à cette catastrophe que fut la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sur le fond de cette déception qu'ils ont commencé à imaginer finalement que machine ferait tout à notre place. C'est-à-dire que des algorithmes penseront à notre place, des algorithmes... C'est donc une objectivation des capacités humaines, une objectivation dans les algorithmes. Et la base du projet politique, du numérique, c'est cela. Alors, il faut essayer de le comprendre, d'y résister comme on peut, tout en sachant que le numérique est aussi utile et que nous avons besoin de lui. Jean-Bernard Schmitt. Juste sur la question du démantèlement possible. Bon. On peut espérer, on peut rêver, pour une réaction effectivement internationale, cette question qui amène à ça, cette question donc elle se pose quand même fortement aux États-Unis. Moi, certes, ça sera difficile, on peut avoir un petit optimisme quand même par rapport à ça. C'est-à-dire que si on y arrivait, par exemple, on pourrait imaginer que l'on crée, pardon, je dis ça, c'est pas moi qui l'ai imaginé, hein, il y a des gens qui ont imaginé ça, qu'on crée, par exemple, vraiment en France, Facebook... c'est pas trop tard, ça moi, je suis pas si sûr parce mais que dans nos usages. Mais non, mais justement, je vais vous raconter un petit truc. Quand il y a eu les nouvelles règles de WhatsApp, j'ai essayé de convaincre mes amis de quitter le fil WhatsApp pour passer sur d'autres fils de conversation amicales. Mais oui, mais ça a été la manière. Moralité, on est tous revenus sur WhatsApp. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'en créant un Facebook à la française, on va prendre la place, quoi? Non, c'est pas ça. C'est si on démantèle la société, ça faut obliger exactement obliger Facebook à créer une France, une société en Allemagne, une société en Grande-Bretagne, etc. Certes, ce sera toujours Facebook, mais ça ne sera pas la même chose parce qu'à ce moment-là, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Facebook aujourd'hui c'est la loi américaine. C'est d'ailleurs le modèle du free speech américain. C'est pas pour rien qu'on dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est empreint de cette tradition d'expression totale américaine qui fait qu'on a cette illusion qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux. Et s'il y a des dérapages, c'est pas à cause soit du pseudonymat qui est plus la réalité que l'anonymat. C'est pas simplement à cause de ça, c'est que vous avez cette idée, à partir du moment où vous arrivez sur Twitter, etc., ou sur tous les autres, mais c'est lâchage total. Vous pouvez tout dire. Je vous parle pas des effets de meute. Donc, si on disait, pardon, je termine juste là-dessus. Allez-y. Il y a peut-être espoir quand même. C'est rare que je sois optimiste là-dessus, mais il y a peut-être un petit espoir sur le fait que, à partir du moment où, s'il y a vraiment une société en France, par exemple,
ou en Allemagne. Je dis ça parce que c'est des pays qui sont aussi assez sévères là-dessus. Et qu'on dit, déjà maintenant, vous êtes un éditeur. Ah, mais s'il y a un vrai statut d'éditeur, ça sera plus la même chose. Ouais. Là, ça sera parce plus la même chose. qu'il est responsable des Total, propos des contenus, tenus sur le média contenus. social. Qu'il y a aussi cette idée que, justement, mais la règle d'expression change. Parce que nous n'avons pas la même tradition en France et cette règle pourrait changer. Donc il pourrait y avoir une évolution. Après, sur le reste et sur la masse et sur les habitudes phénoménales que ça a engendré, là, effectivement, on aura du mal à changer les choses. Mais c'est pour ça que quand même, on peut aussi réguler. Jean Massier est toujours avec nous depuis sa cabine. Hein, on voit, c'est là que vous travaillez sur Twitch avec votre chaîne sur ce réseau social. Est-ce que vous faites pédagogie aussi sur tout ce qu'on vient de dire, vous voyez, sur le fait que ce soit pas un déversoir et qu'on a une responsabilité de citoyen quand on intervient sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, absolument. Et vous voyez d'ailleurs, l'actualité rattrape ce qu'on est en train de se dire sur ce plateau. C'est-à-dire que, à l'occasion du discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a rappelé que la régulation des GAFAM allait arriver à l'agenda européen au cours des trimestres qui viennent. La présidence française de l'Union européenne sera aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'avancer dans le sens justement de la régulation des réseaux sociaux pour défendre ce que disait Jean-Bernard Schmitt, c'est-à-dire qu'il y a une manière européenne de faire les choses. Il y a une manière américaine, c'est vrai, on la connaît. Et la question de la liberté d'expression est un bon exemple. Il y a une manière américaine de penser la liberté d'expression, mais il y a aussi une manière européenne. Et nos amis américains et nous n'avons pas le même passé, pas le même rapport à des comportements comme par exemple l'antisémitisme, comme par exemple le sexisme. Et donc, je suis moi aussi le premier à réclamer que notre manière à nous en Europe de penser le droit se retrouve aussi dans notre manière de contraindre les réseaux sociaux. Il se trouve que les internautes sont prêts à comprendre ça. Regardez le RGPD, c'est un exemple qu'a donné Jean-Bernard Schmitt tout à l'heure. Les GAFAM s'y sont mis. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que l'Europe l'a imposé. À partir du moment où ça devient obligatoire, dès le lendemain matin, les GAFAM mettent en place les choses. Hein. C'est pas des gens hors la loi, hein. C'est des gens qui se contraignent à la loi. Encore faut-il que la loi intervienne. Donc le politique n'est pas démuni face aux GAFAM. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a des choses à faire, il y a des choses sur lesquelles on peut progresser. Et il se trouve qu'il y a un paquet de personnalités politiques qui souhaitent avancer dans ce sens. On est à l'aune d'une reprise un petit peu du politique sur les géants du numérique. Il y a des batailles qui vont devoir être menées et on va y arriver. Mais les internautes sont prêts à le faire. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Ça vous fait réagir? Voilà, oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en prenant l'horizontalité dont vous parliez tout à l'heure, qui est d'ailleurs en contradiction avec la verticalité de la règle économique et du capitalisme wall-streetien, puisque ce sont des tout à fait traditionnels de ce côté-là qui guident les réseaux sociaux. On voit quand même une expression populaire, on pourrait dire celle du tiers-État, qui se cherche depuis des siècles, qui n'a pas d'écho dans l'idéologie dominante et les sphères officielles de la société. On l'a vu dans la mobilisation des Gilets jaunes, c'est-à-dire le bon côté des Gilets jaunes, pas celui de la fin de l'affaire. Et les réseaux sociaux ont permis cela, c'est-à-dire une prise de parole à côté de la prise de parole des personnes que nous sommes. Bon, voilà. Il y a eu... il faut se souvenir des États généraux de 1789, le roi Lecoq, pour qu'une certaine parole populaire s'exprime, tout en l'encadrant, et ça explose complètement. Bon, je crois que les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, et pour quoi le président Macron s'est très mal débrouillé, alors que c'était une très grande chance pour lui, le grand débat. Mais le grand débat, ça a finalement été pour lui une façon de briller facilement et de retourner l'affaire en éliminant ce que demandait, en éliminant la parole des Gilets jaunes. Je crois que les réseaux sociaux peuvent être cette parole qui se cherche, qui est celle du tiers-État, et que nous, parce que nous sommes des gens diplômés, éduqués, nous ne pouvons même pas la concevoir. Alors je reviens sur un tout dernier thème, parce qu'on parle du démantèlement, on parle des outils de nos États finalement pour résister à ces nouveaux Léviathans. Est-ce que l'arme fiscale peut être utilisée? Écoutez, le ministre de l'économie, 5 juin, on est au G7 Finance, il se réjouit de la création d'un impôt mondial minimum. Bruno Le Maire. C'est un accord historique. Après 4 ans de combat, la France a eu gain de cause
il y aura bien une taxation des gens du digital, il y aura bien une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés pour éviter l'évasion et l'optimisation fiscale qui révoltent à juste titre nos compatriotes. Et alors, il le fait où, évidemment? Il le poste où sur les réseaux sociaux? Ce message sur Twitter, à ce moment-là, est-ce que c'est un levier, ça? Est-ce que vous y croyez? Le levier fiscal, on va conclure là-dessus. Alors, le levier fiscal, oui, enfin, il fallait à un moment donné arriver à une harmonisation fiscale pour éviter un dumping fiscal absolument légal, donc retrouver en fait les sièges sociaux des GAFAM, en particulier en Irlande, donc avec des taux beaucoup plus actifs. Alors, pas tellement pour la question de la régulation directe des réseaux sociaux, mais plus pour des questions de contrôle plus générale des GAFAM et pour des histoires plus de souveraineté numérique en réalité. Puisque l'un des grands sujets, c'est que l'Europe étant particulièrement en retard technologiquement, on se retrouve complètement dépendante des technos et des plateformes américaines. Le problème étant que, y compris en territorialisant, on avait aussi un sujet d'extraterritorialité du droit. C'est-à-dire on avait des lois comme le Cloud Act qui permet en fait de rapatrier un paquet de données. Donc le fait d'harmoniser, oui, permet peut-être de trouver plus de coordination dans la gouvernance. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Robert Edeker, votre livre « Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans » est donc publié aux éditions du Rocher. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, édition spéciale de Bonjour chez vous. Oriane Mancini reçoit l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce sera à 8h20. Voilà, horaire original, horaire spécial également pour l'ancien Premier ministre. Je vous dis aussi à demain. Salut.